Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, avec des cheveux en folie, donc des fois, on voit les remettre. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, puisque on est dans la 5e année, donc depuis plus de 4 ans, nous abordons des thèmes hebdomadaires où j'essaye de traiter la thématique dans son ensemble, en laissant bien sûr le vendredi le question-réponse, et puis pour répondre à toutes vos interrogations, et puis pour compléter éventuellement des points qui ne seraient pas ni rentrés ni pensés tout au long de la semaine. Aujourd'hui, on voit comment établir sa Customer Journey vis-à-vis de son audience. On l'a vu mardi, c'est l'un des seuls tunnels qui est effectivement efficace et intéressant, la Customer Journey, parce qu'elle vient suivre, chercher, s'informer sur le comportement, les attentes et les usages de vos aimés d'ailleurs, donc de nos potentiels clients. C'est effectivement un tunnel qui est intéressant. Alors pourquoi tunnel? Parce que c'est juste un schéma pour dire que les choses se font. Je suis désolée, le chat a décidé de parler en même temps que moi. Donc pour moi, ça rentre quand même dans une espèce de tunnel. Même si, comme je vous dis, je n'aime pas ce terme-là en termes marketing, il n'empêche que comme ça, vous le comprenez. Il est important, effectivement, d'avoir cette analyse-là, parce que c'est comme ça qu'on visera juste, en termes de message, en termes de support, en termes de moments. Le principe de la communication, c'est pas juste la communication, c'est également le fait de pouvoir être efficace. On en a parlé, on l'a déjà vu, l'efficacité de la com, c'est quelque chose de probant, et il faut que vos actions soient probantes. Donc répondre à des objectifs définis de communication, s'adresse à une cible extrêmement bien fixée, identifiée, avec un message que l'on va étudier de manière à ce qu'il soit le plus audible possible, le plus vu possible, le mieux compris possible, et qui surtout y réponde effectivement à un besoin. Mais pour tout ça, il faut avoir les analyses nécessaires. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas uniquement les études consommateurs qu'on pourrait faire dans les études marketing de départ qui vont le faire. Là, vraiment, il va falloir se focaliser sur votre, et là je vais dire le gros mot que je n'aime pas, votre avatar. Ça va être votre cible. Et on va la prendre de manière spécifique, c'est-à-dire que votre business, et ça, justement, je pense que la micro-niche, ce sera vraiment le sujet de la semaine prochaine. Ou de la semaine d'après, parce que je pense que la semaine prochaine, on va revenir en mode étude de cas, puisque ce sont les vacances chez moi. L'idée, c'est vraiment d'aller vers une étude de votre client idéal sur le moment. Parce que, comme je le disais, on est sur de la micro-niche. Vous décidez de lancer une offre X par rapport à un besoin Y. Parce que vous avez identifié ce besoin, qu'il répond de manière immédiate à l'idée. Et du coup, il va être beaucoup plus probant de construire son message à partir de là. Et pourquoi est-ce que c'est important, cette Customer Journey? C'est le fait que, comme je le disais, si vous n'êtes pas au bon endroit, votre audience, la cible que vous souhaitez toucher ne verra pas votre message. Si votre message ne répond pas à ces critères, à cette cible, vous n'aurez pas non plus de poids vis-à-vis du message que vous pourriez proposer. Et si vous n'en avez pas d'objectif, vous ne savez pas de quoi parler. Donc, le principe de la Customer Journey, ça va être de pouvoir baliser, voilà, c'est plus le mot, exactement les occasions de contact, les fameuses ODC dont je parle souvent. En fait, la Customer Journey vient poser les ODC vis-à-vis de votre audience. Donc, comment fait-on? Eh bien, c'est pas compliqué. Déjà, on ne l'imagine pas. C'est quelque chose de très important. On va faire des enquêtes, on va faire des questionnaires vis-à-vis de cette cible-là. Parce que, vous le savez, c'est quelque chose que j'adore faire, sinon ça fait appel au biais cognitif du biais de confirmation. Le biais de confirmation est un raccourci de votre cerveau, c'est pas quelque chose de conscient, d'accord, qui va dire « mon client, il est comme ça, comme ça, comme ça ». Sauf que si c'est vous qui le dites, c'est le biais de confirmation. Et c'est probablement, voire généralement pas, ce qu'il est en réalité.
Donc ce qu'il faut faire, c'est effectivement aller à sa rencontre et lui poser les questions. Donc on le fait sous forme de questionnaire, on le fait sous forme de jeu, on le fait sous forme de concours, comme vous voulez, mais et obtenez les réponses véritables de véritables gens qui sont dans votre cible. Ça, c'est élémentaire pour pouvoir construire et établir une customer journey qui soit réelle, réaliste et efficace. Ceci étant dit, on va bien évidemment lui demander ses disponibilités en fonction des outils visés. Vous vous rappelez, dans la stratégie de communication, on met objectif, cible, message, et à partir de là, on va lister les supports de communication qui semblent être opportuns pour pouvoir y répondre. Dans cette sélection-là, mettons, on va avoir du Facebook, on va avoir de l'Instagram, puisque les réseaux sociaux sont quand même quelque chose de complètement inhérent à la vie quotidienne. On va avoir de l'emailing, on peut avoir des plaquettes, on peut avoir un certain nombre de choses comme ça. Donc voilà, on va rester sur ces 4-là. Dans notre fameuse Customer Journey, on va essayer de voir comment se comportent les gens. Peut-être que le matin au petit-déj, ils vont lire leurs emails, ou alors ils vont se connecter à Facebook. Donc on sait qu'entre telle heure, on va identifier qu'entre telle heure et telle heure, ils sont sur le mail. Et comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut juger cela? C'est 1, en leur posant la question, 2 aussi en se servant des analyses que l'on peut faire de ces actions précédentes. C'est très simple. Alors pour Facebook, j'y mets quand même un petit bémol, parce que bien souvent, les analyses, elles sont extrapolées depuis les États-Unis et pas forcément sur votre audience réelle. Donc là, il faut vraiment faire très attention à ce que vous allez récupérer comme info. Mais on va dire que ça se passe comme partout, vous allez voir les analytics, vous voyez quand les gens sont plus présents, je vais y arriver, sur le réseau social, ça marche aussi bien sur Facebook, Instagram que LinkedIn, on est exactement sur la même stratégie et sur les mêmes réflexions, vous allez effectivement identifier quand ils vont être le plus présents. Et puis vous faites une corrélation en leur posant les questions aux différentes audiences. Si vous n'avez pas encore d'audience, c'est justement là où vous allez pouvoir vous servir des groupes dans lesquels vous allez être pour pouvoir poser les questions. Encore une fois, on demande à l'administrateur ou s'il y a un post prévu à cet effet, vous allez publier ou commenter un post vous permettant de donner le lien vers votre enquête, et sur votre enquête, vous allez poser les questions. Le matin, vous êtes plutôt thé ou café, ça vous prend combien de temps? Qu'est-ce que vous faites en même temps? Est-ce que vous êtes focalisé dessus? L'idée, c'est pas d'aller leur demander de manière efficace. Ça dépend si vous êtes parfaitement transparent avec eux ou pas. Mais soit vous êtes transparent et vous allez effectivement pouvoir leur dire « j'aimerais savoir quelles sont vos habitudes dans la journée. Le matin, c'est plutôt Facebook, ou alors vous êtes sur votre boîte mail, ou pas du tout. Ou alors, comme je le disais, vous allez parler du petit-déj et comment ils occupent leur temps de manière un peu plus ouverte. Mais plus on aura des questions fermées, plus ce sera facile à analyser. Vous allez leur demander les créneaux horaires, donc votre petit-déj c'est plutôt entre 6 et 7, 5 et 6, 7 et 8, 8 et 9, en général au-delà de 9 heures c'est un peu plus compliqué. On fait pareil pour le déjeuner, ou comment est-ce que vous allez gérer les choses tout au long de votre journée? Est-ce que vous consultez combien de fois consultez-vous vos mails? Par exemple, si on travaille sur l'analyse de l'email, vers quelle heure les ouvrez-vous? Et vous allez identifier, et donc là aussi on reste sur des questions à choix multiples, mais fermées, en donnant des plages horaires. 7, 6, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 18, 20, etc. Vous avez aussi les analyses de vos outils de communication qui sont là pour vous aider. D'accord? Donc quand on utilise un autorépondeur, un outil de mail marketing, on a aussi beaucoup de statistiques qui vont vous permettre d'identifier les grandes... je vais y arriver, les grandes tendances, voilà, je cherchais le terme, les grandes tendances qui vont effectivement pouvoir vous dire, voilà, vos mails, les mails en général sont plutôt ouverts tel jour, telle heure, telle heure. Et puis, si vous avez déjà envoyé des campagnes, vous allez probablement pu tester différents horaires, voir quand est-ce que ça a été le plus ouvert, voir quand vous l'avez ouvert, quand vous l'avez envoyé, combien ont ouvert tout de suite, combien ont ouvert 2 heures après, combien ont ouvert 3 jours après. Enfin, vous avez toutes ces données, toutes ces informations-là, aussi dans les outils que vous utilisez. Et encore une fois, si vous n'avez pas encore de communauté, que ce soit celle par email, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous allez effectivement déterminer que vous allez pouvoir le faire de manière très spécifique
par le biais de groupes, comme je le disais, parce que c'est quand même ce qui est le plus efficace aujourd'hui. Hein. Vous allez sur des groupes dans votre... qui contient... Alors, il ne faut pas y aller frontalement, parce que sinon on va se heurter aux admins des groupes, on va le faire, on en a déjà parlé hein, par rapport aux social media. Vous allez aller dans des groupes où il y aura votre cible, mais où votre apport et vos connaissances et compétences vont pouvoir être utiles au groupe de manière plus générale. Ça permet quand même d'avoir beaucoup plus de facilité à diffuser son message. Mais ça, c'est de la stratégie social media, c'est autre chose. Néanmoins, ça vous permettra quand même de maximiser la visibilité de votre questionnaire et surtout le fait que les gens vont pouvoir y répondre. Vous pouvez également, parce que souvent, quand même, quand on se lance, on a de manière assez régulière maintenant un site web présent, eh bien, toute personne arrivant sur votre site web est un client potentiel, donc vous pourriez très bien mettre un petit pop-up, alors pas tout de suite quand il arrive dessus, bien évidemment, mais au bout de quelques minutes que ça apparaisse, ou maintenant ça se programme, hein, quand il en est à la fin de la page, ou quand il est retourné au début, ou qu'il a le curseur de la souris qui vise la croix pour fermer la fenêtre de votre site web, vous pouvez faire afficher un petit pop-up qui dit « Avant de partir, pourriez-vous m'accorder 2 minutes et répondre à quelques questions ?» Et vous envoyez les questions de manière anonyme, ça ne sert absolument à rien. Sur des analyses comme ça, petit tip, n'allez pas chercher à récupérer le mail de la personne parce que ce ne sera pas du tout probant et c'est pas l'objet, d'accord? On a toujours un seul objectif, c'est très très important. On revient à notre sujet sur la customer journey. Quand on a identifié que le matin, il est dispo plutôt là, que le midi, ce sera ça, que à 14h, entre 14h et 16h, il va être peut-être sur YouTube, ou qu'à 18h, il souffle enfin dans sa baignoire. C'est là qu'on obtient effectivement les informations vis-à-vis de sa cible. Et puis forcément, on va, dans toutes ces études, chercher aussi à connaître leur intérêt vis-à-vis de notre spécialité. Je pense donc à Céline, justement, puisque je lui ai dit que j'essaierais de prendre des exemples vis-à-vis de son domaine d'activité, qui est loin d'être évident, puisque c'est avocat. Avocat, le réflexe, c'est surtout de se dire qu'on se pose la question quand on en a besoin. Mais peut-être que, justement, l'action en amont à faire serait plutôt d'anticiper les choses et de travailler sur cette anticipation. En tant qu'entrepreneur, vous avez, donc là, c'est un petit détournement de support, mais qui pour moi reste quand même dans quelque chose d'acceptable. On va faire un questionnaire qui va effectivement nous créer du lien avec une audience potentielle. Encore une fois, après, on leur laisse le libre arbitre. On ne leur demande pas leur email là-dedans, sauf si c'est ouvert. Donc, vous pouvez très bien laisser à la fin, et pas au début du questionnaire, un champ qui dit « S'il vous plaît, enfin, si mes compétences vous intéressent, n'hésitez pas à laisser votre mail dans le but de recevoir mes actualités. » Encore une fois, la personne a son libre arbitre, il n'y a rien d'obligatoire, donc si elle veut le mettre, elle le mettra, si elle ne veut pas le mettre, elle ne le mettra pas. Et ça, c'est par rapport à Céline que je dis ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, la notion de gestion légale, on le fait que quand on en a besoin. Quand il y a un problème, quand on s'est fait attraper, quand il y a quelque chose. Résultat des courses, on n'a jamais personne sous la main et on n'a pas de référent véritablement. Et du coup, en termes d'entrepreneur, parce qu'un avocat c'est un entrepreneur, on a du mal à rentrer en contact avec les clients puisque finalement on est toujours dans un schéma d'urgence. L'idée c'est de pouvoir les prévoir, de pouvoir justement travailler en amont des problèmes pour pas qu'ils apparaissent, ça aussi c'est un intérêt certain. Et on va travailler sur le contenu, on va travailler sur ce type d'éléments pour pouvoir mettre en avant son expertise déjà, le fait qu'on existe tout simplement dans notre domaine de compétences, mais aussi de créer une espèce de connexion avec eux. Parce que dans ce fameux questionnaire qu'on pourrait poser, on peut poser la question, avez-vous déjà pensé à avoir dans vos contacts un avocat qui pourrait vous aider en termes de litige, en termes de... Voilà. On peut présenter les choses aussi. Sachez qu'un avocat, il peut intervenir dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, que ce soit avant, pendant et après. On va pouvoir quand même utiliser aussi ces outils-là pour développer un tout petit peu. Alors, il ne faut pas que ça prenne trop de temps vis-à-vis du but de la Customer Journey, mais c'est effectivement un moyen aussi de pouvoir placer ses produits et services et son entreprise.
Mais pour revenir à notre Customer Journey, bien sûr qu'il va falloir le faire, mais avec des gens réels. Parce que plus vous allez, c'était ce point-là qui est pour moi le plus important, plus vous vous imaginez que votre client potentiel et que votre audience fait ça, 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 plus il y a de chances que vous vous trompez. Parce que même si, oui, il faut accorder vos valeurs avec votre audience et que vous allez attirer les gens qui ont un peu la même énergie que vous, c'est le principe de se montrer nous-mêmes et c'est tout le but du personal branding, il n'empêche que si vous pensez trop à la place de vos clients, enfin de vos potentiels clients, parce qu'ils ne sont pas acquis, il y a de grandes chances que vous vous plantiez. Donc c'est pour ça qu'il est très important de venir à la source et d'aller leur poser les questions véritablement. Alors dans la Customer Journey, si je reprends mon idée d'avocat, il y a aussi des choses que l'on va pouvoir faire, des actions que l'on pourra faire, parce qu'on se dit que c'est pertinent. On n'est pas vraiment dans la Customer Journey à proprement parler, et là je veux en venir sur l'idée de plaquettes par exemple. Toujours, je reprends mon exemple pour mon amie avocate. Ça peut être difficile, effectivement, mais il y a quand même quelques personnes qui vont penser en amont à se faire accompagner sur le plan juridique. Et donc, pouvoir laisser des plaquettes, pouvoir laisser de la documentation vis-à-vis de son activité dans des zones, des endroits qui vont être probants, souvent ça a beaucoup plus d'impact que d'essayer de trouver quelqu'un. Alors oui, la notion d'entretien et de travail d'ancrage visuel, c'est très important vis-à-vis de cette Customer Journey, parce qu'on sait que la personne, voilà, je vais changer d'exemple et je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes qui est ostéopathe. En tant qu'ostéopathe, elle vient en complément du médecin traitant, elle peut venir en complément du kiné, elle peut venir en complément de l'ergothérapeute. Voilà, on va avoir plein de professions connexes qui vont être effectivement intéressantes parce qu'elles ont la cible. Elles ont les clients potentiels vis-à-vis de l'ostéopathie. Et donc, l'objectif, et je vous assure que là, encore une fois, c'est de la communication papier, mais c'est celle qui va vraiment fonctionner, c'est que la personne, dans la salle d'attente, qui va attendre entre... Alors sur des spécialités comme ça, en général, c'est sur rendez-vous, donc on va dire 5-10 minutes d'attente. Si c'est chez les généralistes, ça peut durer des heures. Mais c'est là qu'ils ont le temps, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de regarder tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est pour ça que la plaquette va être super intéressante. Et je reviens pour mon amie Céline, elle est avocate. Il y a cette problématique que les gens vont en faire appel que quand il y a un problème. Justement, c'est à nous, en tant que professionnels, de travailler pour faire changer les mœurs et de leur faire comprendre qu'il est important d'intervenir et de l'intégrer de manière plus efficace en amont de quoi que ce soit. Donc, pour un avocat, en droit des affaires, ça va être d'être présent. Alors, on ne peut pas être présent physiquement partout, bien sûr, mais ça va être d'être présent, de proposer des documentations, donc plaquettes, pour appeler un chat, dans des lieux de rencontre avec des entrepreneurs, des entreprises. Donc ça peut être les CCI, ça peut être les comptables, ça peut être... et on va faire, encore une fois, voilà, on fait des ponts, on fait des actions de co-branding, parce que quand on dépose de la communication auprès d'un comptable, il y a des chances que chez la documentation du comptable se retrouve chez nous. C'est une action de co-branding, puisqu'on va, parce qu'on a des compétences connexes qui sont nécessaires, puisque ce sont des compétences tertiaires indispensables à la vie d'une entreprise, on va pouvoir venir travailler avec les mêmes clients sur des domaines de compétences totalement différents. Donc, on a tout intérêt à travailler en collaboration et à partager, entre guillemets, nos clients pour pouvoir satisfaire leurs diverses demandes. Et je vous le rappelle, la recommandation, c'est le meilleur des outils et le meilleur des vecteurs de communication. Donc comment établir sa Customer Journey, parce qu'on est parti un petit peu loin, je vous le rappelle, c'est vraiment d'aller poser les bonnes questions auprès de son audience cible, c'est-à-dire les personnes ciblées vis-à-vis de ce que vous avez en tête. Donc vous identifiez véritablement qui ils sont, pour aller, et puis où ils se trouvent, pour aller les chercher, leur poser les questions. Et sur ces questions, on va effectivement dessiner cette fameuse journée où on va déterminer, ok, donc le matin, il est plutôt comme ça, il fait plutôt ça, ou non, il n'a pas du tout le temps, il est absolument pas là. Pour certains, et dans certains cas vis-à-vis de ces micro-actions et de ces micro-niches, il peut n'y avoir qu'un seul ODC.
qu'une seule OD, c'est une seule occasion de contact, ça peut être le soir, entre 20h et 22h, parce qu'il consulte ses emails et Facebook. Bon, ça fait deux vecteurs. Mais ça pourrait être que ses mails, parce que la personne n'est pas sur Facebook. Vous pourriez avoir également... donc, on a la notion de tunnel. Il va aussi faire notre connaissance dans les salles d'attente. Donc, on reprend cette notion de salle d'attente. Donc, la salle d'attente, il va y être le matin si c'est pour les enfants, et plutôt fin de journée après le travail si jamais il a un besoin, parce qu'on est tous au quotidien. Bon, avec une période plus large, quand c'est les mercredis ou les week-ends, si jamais les professionnels sont en activité. Mais l'idée, c'est que si votre notoriété, le fait que la personne prenne connaissance de votre existence par le biais d'une plaquette, peut-être qu'il va ensuite taper votre nom sur Google, donc vous retrouver sur les réseaux sociaux et sur votre site internet, et c'est ça qu'on veut vraiment savoir, c'est où il va se trouver, à quel moment. Je vous le rappelle, Google Analytics a été alpagué, il n'est plus RGPD, donc je vous conseille de ne plus utiliser Google Analytics, il y a d'autres outils pour ça qui fonctionnent très bien. Mais c'est aussi indispensable. Vous avez cette notion de boîte à outils. Pour moi, c'est vraiment ça. La boîte à outils, ce sont des questionnaires qui vous permettent de déterminer exactement ce qui se passe et comment ça se passe. Véritablement, parce que ce sont les gens qui vont vous le dire. Vos outils d'analyse, d'accord, toutes les analyses de toutes les actions que vous avez pu faire ou que vous pourriez éventuellement faire, comme je le disais. Vous avez la possibilité d'analyser un certain nombre d'éléments, notamment par l'email. Il y a des grosses campagnes, il y a des outils, qui vont vous donner des statistiques qui vont être qui vont être en tout cas probantes vis-à-vis de l'email dans votre pays. Alors, c'est pas forcément vis-à-vis de votre domaine d'activité, c'est pas aussi précis, mais par contre, ce sera quand même probant pour savoir un petit peu comment ça se passe, parce qu'ils ont quand même la notion de quand c'est perso, c'est plutôt à cette heure-ci, si c'est du pro, c'est plutôt à cette heure-là. Fiez-vous aussi aux statistiques. Vous pouvez vous fier aux statistiques également. Alors, pas forcément des réseaux sociaux eux-mêmes, mais tous les outils. Ça, c'était une petite tips dans le radin malin. Si vous cherchez, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube, c'est là. Si vous cherchez des choses gratuites, même si je trouve qu'il est quand même important de pouvoir travailler correctement, parce que sinon vous perdez du temps. Mais ça, c'est un autre débat. Si vous souhaitez avoir effectivement quelque chose d'intéressant en termes de documentation que vous voulez trouver et d'informations gratuites sur une spécificité, utilisez les e-books, utilisez les ressources des outils que vous utilisez. Parce que c'est eux qui vous donneront de bons tips. Le principe pour eux, c'est de vous convertir en client. Donc s'ils vous donnent des informations qui ne sont pas probantes, qui ne sont pas pertinentes vis-à-vis de votre domaine d'activité, ils n'ont pas la notion de crédibilité et donc ils n'augmentent pas la confiance que les gens peuvent avoir en eux, donc ils ne convertissent pas les gens en clients. Donc je prends notamment les outils de programmation, il y en a tellement aujourd'hui, les outils de programmation pour les réseaux sociaux. Il y a Swello qui le fait, il y a Buffer qui en fait, Hootsuite aussi publie des rapports. Vous avez des rapports complets qui sont partagés par ces outils-là, d'accord, et qui sont de très bonne qualité, parce que leur but, c'est de vous donner de l'info vraiment probante pour vous pousser à utiliser leurs outils. Donc là, vous aurez, en mode radin malin, les meilleures infos que vous pourrez trouver. Vous avez aussi, sur les ressources, notamment les blogs d'experts comme moi, mon objectif, c'est ma crédibilité et effectivement mon développement. Si ce que j'écris dans mes articles, si je vous donne sur mes vidéos, ce n'est pas de qualité, je n'augmente pas la confiance et personne n'aura envie de faire appel à mes services. L'idée, c'est vraiment de vous exposer. Alors, oui, mon objectif, c'est vraiment la transmission. Pardon. Mais par là, il n'empêche que je vous apporte des réelles informations pour que vous puissiez mieux communiquer. Dans l'établissement de la Customer Journey, pour essayer de revenir au sujet, c'est que oui, vous êtes peut-être un indépendant, spécialiste du web, bienvenue Christelle, il va falloir établir quand est-ce qu'une personne va effectivement rechercher de l'info, à quel stade de son cursus et de son parcours elle va chercher de l'information vis-à-vis du mail marketing ou des tunnels de vente, puisque c'est la spécialité de Christelle, pour aller les cibler correctement. Ça fait partie de la Customer Journey. Donc vous voyez, la Customer Journey, elle peut avoir une notion macro,
c'est-à-dire très large sur l'entrepreneur et sa vie, mais ça peut être aussi micro vis-à-vis de ces demandes très très précises. Si elle recherche de l'info sur comment mettre à jour son site web, voilà comment elle le fait. Elle va avoir le temps de le faire à ce moment-là, elle va y penser quand elle en aura besoin, elle sera prête à le faire de manière très efficace. Donc, comment je peux mettre les choses en action vis-à-vis de ça? Et après, on peut bien sûr voir où est-ce qu'elle va chercher l'information. Mais ce sont ces questions. Comment est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils vont vous rencontrer? C'est vraiment la question la plus primordiale pour pouvoir leur diffuser de l'information. Donc là, on touche le nurturing content. Quels sont les intérêts? Quels sont vos centres d'intérêt? Quand vous inscrivez, par exemple, dans votre formulaire pour la newsletter, n'hésitez pas, parce que c'est important, #RGPD, de demander des informations probantes. N'allez pas leur demander 3 informations dans 3 types de messages différents. On demande tout en même temps. Donc dans votre formulaire d'inscription, vous mettez quelles thématiques vous intéressent le plus. Stratégie com, stratégie web, stratégie social media, stratégie copywriting. Voilà. Vous mettez, on met pas stratégie, on met juste web design, rédaction web, graphisme, etc. On va donner ces étapes-là. Donc par rapport à Céline, ce serait plutôt sur gestion litige client, gestion tel autre, création des documents, donc c'est conditions générales de vente, rédaction de contrat. Voilà, vous allez effectivement noter vos expertises pour pouvoir identifier quels sont les intérêts de vos inscrits, de votre communauté, parce que ça permet de leur créer du contenu spécifique, mais également des produits, produits ou services. C'est un élément essentiel. Et c'est comme ça qu'on va établir la Customer Journey. Donc vous voyez, cette Customer Journey, elle est un petit peu en 3D finalement. Elle n'est pas du tout plate sur une journée, comme qu'est-ce qui se passe le matin, qu'est-ce qui se passe à 10h, qu'est-ce qui se passe le midi. Ça sert à rien de mettre des plages horaires comme ça. Il faut être au contact des gens, et puis j'ai envie de vous dire, au-delà de vos questionnaires, vous pouvez aussi rentrer en contact avec vos communautés. On est combien à être amis, à avoir des amis sur Facebook avec lesquels on n'a jamais échangé, on a accepté pensant peut-être qu'ils faisaient partie de nos clients potentiels, et avec qui on n'a jamais parlé, qui n'ont jamais, bien évidemment, acheté nos produits et services. Mais vous pouvez aussi leur poser la question. Alors, soit leur proposer de répondre à votre questionnaire, soit directement leur dire, tiens, est-ce que ça t'embêterait de répondre à quelques questions que je te pose? Le direct, c'est aussi un élément ultra important pour être efficace. Les gens, ils le remettent toujours à plus tard. S'il y a un rendez-vous avec une discussion pendant 5-10 minutes, vous aurez davantage de retours, bien sûr. Donc voilà un petit peu sur comment établir sa Customer Journey. Trouver des gens qui sont effectivement des clients potentiels pour leur poser les questions nécessaires à l'établissement de cette Customer Journey. Leur poser les questions également sur les supports qu'ils utilisent. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Si oui, lequel? Est-ce que vous lisez beaucoup les magazines? Je ne sais pas, ça vaut le coup parfois, surtout en local, de faire des actions de presse et d'acheter peut-être de l'espace publicitaire dans les médias presse. Donc c'est à vous vraiment de gérer les choses comme vous le voulez, mais de le faire de manière la plus humaine bien évidemment possible, parce que, encore une fois, avec la synergie de vos actions de communication, vous aurez forcément un des questionnaires, va nourrir votre notoriété, va nourrir la notoriété de vos produits, va vous permettre de connecter avec une audience potentielle qui rejoindra peut-être votre communauté. Vous pouvez aussi engager avec votre propre communauté, ça a des liens de partout. Mais le principe, c'est vraiment d'établir à quel moment vous allez pouvoir les toucher, où et sur quel sujet. Là, pour le coup, c'est à vous de déterminer ce que vous avez envie de faire sur l'instant. D'accord? Donc, pour Céline, par exemple, création des contrats. On est axé sur la création de contrats, donc on va poser des questions. Est-ce que vous êtes déjà pensé sur le sujet de vos contrats? Est-ce que vous avez des contrats déjà en règle? On peut aussi en faire un petit sondage pour tirer des analytics qu'on publierait. Selon notre étude, 75% des répondants ne se sont préoccupés de leur contrat que lorsqu'ils en ont eu besoin. C'est tout bête, mais ça peut aussi donner lieu à des publications diverses. Tant que ça reste anonyme, de toute façon, vous avez absolument le droit d'y toucher. Et ça permet encore une fois de connecter. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller leur poser des questions véritablement pour identifier où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils lisent, quels sont les supports sur lesquels vous allez pouvoir entrer en contact avec eux,
quelles sont les informations, les questions qui se poseraient sur le sujet que vous traitez à l'instant T, pour pouvoir aller à leur rencontre, leur proposer votre contenu et vos produits et services. Voilà, je pense qu'on en a fait le tour, c'est un des lives les plus longs qu'on a fait depuis longtemps. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les poser, ça me permettra d'y répondre demain ou un autre vendredi, et également de nourrir une prochaine thématique sur Miscom. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre des petits cœurs sur Facebook, ça changera des pouces, et également un pouce en l'air sur YouTube. Si vous m'aviez découverte, n'hésitez pas là encore à nous rejoindre en likant la page, vous abonnant à la chaîne YouTube, et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous souhaite sur YouTube un très beau week-end, on se retrouve la semaine prochaine. À demain sur Facebook pour les questions-réponses. Portez-vous bien, bon appétit. Bye.